Ceci est un webinaire que j'ai tenu dimanche 16 février sur le sujet de la dépression. Les questions qui sont posées lors du webinaire, si certaines d'entre elles sont en relation avec ce que je suis en train de dire directement, j'y réponds pendant le webinaire. Et les autres questions, je les ai gardées pour la fin, après la fin du webinaire, donc elles ne feront pas partie de l'enregistrement que vous allez voir maintenant. Si vous voulez participer à des webinaires, si vous voulez avoir des invitations et participer au prochain webinaire, il faut vous enregistrer sur mon site malka.tv. Cyril Malka, sans divan. Sans divan. Cyril Malka, sans divan. Ok, donc bonsoir ou bonjour, puisqu'on a des gens qui nous viennent de l'autre côté de l'océan. Et bienvenue donc sur ce webinaire. Et le sujet du webinaire, en fin de compte, c'est la dépression et reprendre le contrôle. Alors, d'abord, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas ou pas très bien ou pas encore. Je m'appelle donc Cyril Malka, je suis psychologue cognitif et comportemental, hypnothérapeute et quelques petits autres trucs. Si vous voulez en savoir plus sur moi, allez sur mon site principal, malka.fr. Là, il y a tout un truc où j'explique d'où je viens et ce que je fais. Et puis, vous pouvez d'ailleurs même prendre rendez-vous en ligne pour des sessions de psychothérapie. Alors, la dépression, c'est en fin de compte l'un des grands mots du siècle. On pense qu'il y a environ 5% de la population mondiale qui est touchée par la dépression. C'est sûrement plus d'ailleurs, mais bon, on va dire 5%. Et le problème est un petit peu qu'il y a une inflation dans le langage psychologique en quelque sorte. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui vont facilement dire qu'ils sont déprimés alors qu'ils ont du chagrin ou qu'ils sont en crise, et ça peut être relativement sérieux. Et puis on utilise déprimé un petit peu à toutes les sauces, ce qui fait que on a des fois l'impression qu'être déprimé, c'est tout simplement une tristesse passagère. Or, la dépression, c'est pas ça du tout. C'est un véritable dérèglement de notre système émotionnel, notre système cognitif et notre système physiologique. Donc, pour bien comprendre ce truc, il va falloir, en fin de compte, se fixer sur toutes les facettes, voir un petit peu de quoi il s'agit. Alors sur le niveau neurobiologique, la dépression, elle implique plusieurs systèmes. Alors elle implique le système de neurotransmetteurs qui est particulièrement touché. Alors ça va être la sérotonine, ça va être la noradrénaline, ça va être la dopamine qui vont être touchés. Alors la sérotonine, c'est ce qui régule l'humeur, le sommeil, l'appétit. Le fait que la sérotonine diminue, ça fait que c'est directement lié à ces symptômes dépressifs, perte d'appétit, problème de sommeil, mauvaise humeur, etc. La noradrénaline, c'est impliqué dans la vigilance, dans la motivation. Et ça aussi, quand c'est déficitaire, ça fait qu'on est plus fatigué, on manque d'énergie, etc. Et la dopamine, qui est utilisée dans le système de récompense et du plaisir, elle fonctionne donc au ralenti. Il y en a toujours, mais donc beaucoup moins. Et donc ça explique ce qui s'appelle l'anédonie. Ça vient de l'édonie, en fin de compte, ou l'anédonia. Et l'édonie, c'est en fin de compte prendre plaisir à la vie, prendre plaisir à différentes choses, etc. Une personne qui est un hédoniste, c'est quelqu'un qui aime bien la vie. Et donc l'anédonie, c'est l'inverse, c'est donc les gens qui perdent un peu toute cette plus aucune envie, plus de plaisir, etc. Et après, donc, il y a tout le système hypophyso-surrénalien qui est perturbé, ce qui fait que le cortisol, qui est l'hormone du stress, est produit, elle, par contre, en excès, justement parce qu'on a un manque des autres, donc il y a une augmentation du stress, et donc ça a un effet négatif sur l'hippocampe, et puis ça vous donnera donc des problèmes de mémoire et des problèmes d'émotion, etc. Donc tout ça,
tous ces déficits, tous ces changements, ça explique les différents troubles de la concentration et tous ces problèmes donc de mémoire, la fatigue, etc., dont souffrent les personnes qui souffrent de dépression. Alors, sur ce niveau, bien entendu, les médecins ou les psychiatres vont régulièrement prescrire des médicaments qui vont essayer d'augmenter différentes hormones, différents systèmes, etc. Mais ça marche plus ou moins. Et d'ailleurs, il y a une étude que j'ai publiée sur ma page elle doit avoir 2 ans et demi, cette étude, d'après laquelle on s'est rendu compte que c'est pas d'augmenter le niveau de sérotonine qui va aider la dépression. En fin de compte, ça ne sert pas à grand-chose. Donc on sait que si les médicaments peuvent être utilisés comme une béquille, ça ne peut pas être utilisé à la longue et constamment. Alors il m'est arrivé alors c'était pas en France parce que j'ai pas eu de ce genre de coopération en France, mais au Danemark entre autres, j'ai pu travailler avec des psychiatres. On se mettait d'accord pour si le client était vraiment très touché par la dépression ou par les angoisses d'ailleurs, c'est aussi quelque chose qu'on a travaillé avec les angoisses. Donc il avait des prescriptions qui le mettaient à un niveau qui le rendait plus apte à travailler. Et puis au fur et à mesure que moi je travaillais avec le client, le médecin pouvait lui dire donc maintenant on peut commencer à baisser le niveau de médicaments, etc. Donc on peut travailler en coopération de ce cas-là avec les médicaments, mais ça c'est généralement utilisé que pour des cas très aigus et pour une très courte période. À la longue, les médicaments, ça, oui, ça traite le symptôme, mais déjà, d'une part, il n'y a pas nécessairement d'amélioration. Et puis, tant que les gens ont toujours la même façon de penser, d'agir et de vivre, c'est pas de leur donner des médicaments qui vont y changer quoi que ce soit. Sur le niveau psychologique, qui va donc être le niveau qui va nous intéresser le plus, et ben là, on a un système assez complexe de pensées négatives qui va s'auto-alimenter. Et ces pensées suivent, heureusement pourra-t-on dire, un schéma très précis qui fait qu'on peut les catégoriser. Enfin, on peut connaître ces distorsions. Et donc vous avez, alors là, je vous fais un point de vue général, mais on va bien entendu venir un peu plus en détail dans un instant. Vous allez avoir ce qui s'appelle l'abstraction sélective, qui est une tendance à ne retenir que les aspects négatifs de quelque chose qui arrive, d'une situation donnée. Vous avez la surgénéralisation, qui est on tire des conclusions générales à partir d'un seul événement. Puis vous avez la personnalisation, qui est qu'on s'attribue la responsabilité d'événements négatifs externes, qui n'ont en fin de compte rien à voir avec nous. Il y a la pensée dichotomique, qui est donc de voir les choses en noir et blanc, en tout ou rien, sans aucune nuance. Et puis, il y a la déqualification du positif, qui est une tendance à minimiser les réussites que l'on a et à maximiser ses échecs. Comme ça, le compte y est. Donc, ces distorsions, qui sont les plus utilisées dans la dépression, sont créées une espèce de filtre qui déforme la réalité. Et donc, le cerveau dépressif va traiter l'information de façon totalement biaisée. Et de cette façon, on va donc, sur des études qui ont été faites en neuroimagerie, on a pu voir qu'il y a une hyperactivation de l'amygdale par rapport aux stimuli négatifs et une hypoactivation aux stimuli positifs. Et donc, cette modification, elle traite l'information et elle renforce ce cercle vicieux. Donc, de plus, vous avez donc un système de croyances fondamentales, ça on va y venir dans un instant, un système de croyances fondamentales qui est altéré et qui fait donc que les croyances sur 3 des grands domaines, en fin de compte, sont irrationnelles. C'est-à-dire que vous allez avoir une vision de soi qui est altérée, la vision de soi qui va être « je suis incompétent, je suis sans valeur, je suis nul, je ne vaux rien, je ne peux rien faire ».
Il y a la vision des autres qui est altérée. Les autres, ils sont critiques, ils me rejettent, ils m'aiment pas, ils sautent sur n'importe quelle occasion pour me faire du mal. Et puis, il y a la vision du futur qui est altérée également. L'avenir est sans espoir de toute façon, il n'y a rien à faire, on peut rien changer, on va tous dans le gouffre, etc. Et ces trois domaines, c'est ce que le psychologue Aaron T. Beck, qui a travaillé énormément avec la dépression, appelle la triade cognitive de la dépression. C'est donc cette structure qui influence totalement l'interprétation des événements au quotidien. Alors, au niveau comportemental, la dépression, on peut voir que c'est un cercle relativement vicieux d'évitement des situations, de la plupart des situations, et d'inactivité. Donc, face à une difficulté quelconque, la personne dépressive va avoir une tendance à se retirer et à éviter les situations sociales et les activités pour ne pas entrer dans une situation qui lui serait désagréable ou qui l'amènerait à avoir des idées négatives. Donc, à court terme, c'est bien, parce que ça lui évite, ça lui donne un soulagement, ça lui fait un évitement de la situation désagréable. Mais à long terme, ça renforce la dépression à cause de plusieurs mécanismes. Parce que d'un côté, vous avez la diminution des expériences positives, parce que moins d'activité, c'est moins d'activité agréable, et ça veut dire qu'il y a moins d'occasions de ressentir du plaisir ou de la satisfaction pour quoi que ce soit. Deux, il y a un affaiblissement des compétences sociales que l'on peut avoir, parce que plus on s'isole et moins on va avoir les opportunités d'interaction sociale positive. Alors oui, c'est vrai que moins on a de contact avec les gens, moins on a de contact avec les cons, vous me direz. Mais moins on a de contact aussi avec les gens positifs, avec les gens qui pourraient nous apporter quelque chose. C'est un couteau à deux tranchants. Et puis, il y a une perte de renforcement positif, bien entendu, parce que moins vous êtes dans l'extérieur et dans les compétences sociales, etc., il y a moins d'accomplissement, et donc on se sent moins efficace, moins important, moins de valeur. Et puis, il y a une désynchronisation des rythmes biologiques, parce que plus on est en retrait socialement, et moins on est en activité, donc ce retrait social, cette inactivité, ça perturbe rapidement les cycles veille-sommeil, et puis les routines quotidiennes, etc. Donc tout ça, c'est totalement déphasé en quelque sorte. Et donc, ces trois niveaux, le niveau neurobiologique, psychologique et comportemental, ils interagissent comme ça constamment. Donc, par exemple, l'évitement comportemental va renforcer les croyances négatives, qui va maintenir le déséquilibre neurobiologique, et ainsi de suite. Et la roue tourne, en fin de compte. Alors, il y a des gens qui vont avoir des tendances à la dépression, et d'autres moins. Il y a des facteurs que l'on va appeler des facteurs de vulnérabilité. On s'est rendu compte que, encore une fois, c'est Aaron T. Beck qui a constaté ça. Il a fait des études sur des dizaines de milliers de personnes, mais vraiment des dizaines de milliers. Alors, c'est l'avantage des États-Unis. Hein. On a quand même un pays de, je ne sais même pas combien ils sont, 300 millions d'habitants qui parlent tous la même langue, qui ont tous plus ou moins la même culture. Donc, il est relativement facile de faire des études à des échelles énormes, en fin de compte. On ne peut pas faire ce genre d'études en Europe parce que, je ne sais pas, mais entre un Danois et un Italien, on ne peut pas faire d'études très communes, en fin de compte. Et donc, il s'était rendu compte, en faisant cette étude avec énormément de données, qu'en fin de compte, il ne pouvait pas trouver une explication historique dans la psychologie des gens. C'est-à-dire que la dépression, ça pouvait toucher les gens de tout niveau social, il y a de tous niveaux sociaux, de tous les niveaux, en fin de compte. Il n'y avait pas de protection de cette façon-là. Ça pouvait être des gens qui avaient eu une enfance tout à fait normale, il y en avait qui avaient des enfances fantastiques, il y en a eu qui ont des enfances pourries. Enfin bref, on ne pouvait pas mettre de marqueurs qui pourraient dire, bon ben voilà, s'il y a telle et telle influence extérieure,
on a une dépression. Par contre, il s'est rendu compte qu'il y avait un énorme facteur génétique et que certaines personnes avaient tout simplement une façon de penser et de gérer les situations qui était dans un schéma très spécial, qui était donc le schéma dépressif. Et alors, d'où il vient, je sais pas, on peut s'amuser à essayer de trouver s'il vient de... Et il a vu le zizi de papa quand il avait 3 ans, ou il a vu maman embrasser papa, peut-être. Mais ça, à la limite, on s'en fout un peu en psychologie cognitive. On va dire le fait est que cette personne a une tendance à penser de façon dépressive. C'est donc là-dessus qu'il va falloir bosser. En quelque sorte, pas trop de là où ça vient et de comment c'est venu et à quel âge. C'est un petit peu comme arrêter de fumer. On fume, on sait à quel âge on a commencé, on sait pourquoi on a commencé. C'est pas de le savoir qui va nous empêcher de fumer. La seule façon d'arrêter de fumer, c'est d'arrêter de fumer. Ben là, c'est un peu la même chose, avec la différence que ces gens ne savent pas exactement où et comment est situé le problème. Alors on sait qu'il y a des facteurs qui vont être des facteurs de vulnérabilité. Par exemple, les traumatismes. Un traumatisme peut enclencher une dépression. Alors encore une fois, pas chez tout le monde, mais chez certaines personnes. Il y a des facteurs biologiques, on sait que ça suit certaines familles, on sait que ça suit certaines personnes. Ça peut être un problème biologique et donc pas seulement génétique. Alors pourquoi est-ce que les hormones ou pourquoi est-ce que les neurotransmetteurs déconnent? Ça peut venir de différentes choses, ça peut venir de problèmes biologiques, ça peut venir d'une maladie, ça peut venir de quelque chose qui s'est produit, on ne sait pas. Il peut y avoir des facteurs développementaux, donc un traumatisme, que ce soit dans l'enfance ou plus tard. Hein, ce n'est pas nécessairement dans l'enfance que tout se forme. On peut parfaitement avoir un traumatisme à 30 ans et aller en dépression à partir de là. Ça peut être aussi si vous avez eu des parents qui ont été extrêmement critiques ou invalidants, etc. Donc, ou alors vous avez eu des problèmes d'attachement. Là aussi, ça peut venir de l'enfance et ça peut venir plus tard. Il peut y avoir des facteurs environnementaux. Par exemple, si vous êtes en état de stress chronique constant, si vous êtes en état d'isolation sociale, pour une raison ou pour une autre, si vous avez des conflits interpersonnels, des difficultés socio-économiques, des maladies chroniques, si vous vivez en précarité. Enfin bref, il y a plein de facteurs qui peuvent contribuer à une facilité à entrer en dépression. Et là où est le problème, c'est que ça n'est pas de changer ces facteurs qui va aider la personne à aller mieux. Alors, il se peut qu'elle se sente mieux pendant un certain temps, mais elle ne va pas aller mieux. Il y a une différence entre se sentir mieux et aller mieux. D'accord ? Alors, quel est le souci dans tout ça? Parce que là, je parle de système de pensée, etc., système cognitif. Alors, où est le truc? Le truc est que, en psychologie plus ou moins classique, on part du principe qu'un activateur A va mener à une conséquence C. C'est simple. Ouais. Si on insulte quelqu'un, en C, la personne va se sentir blessée ou va se mettre en colère. Enfin bref, ça va mener à une conséquence C. Si quelqu'un nous insulte, eh ben, ça va mener à une conséquence C. Si quelqu'un me marche sur le pied, ça va mener à une conséquence C. Voilà. Et ce qui a fait que, après, on a pris le principe à l'inverse. C'est-à-dire qu'on va dire que, par exemple, les personnes qui agissent comme ça, c'est parce qu'il s'est produit ça en A. Et de cette façon, on justifie, donc, on peut justifier des meurtres, on peut justifier pas mal de trucs. Parce qu'on va toujours pouvoir dire, bah oui, mais si il a eu une enfance comme ci, comme ça, ou si son père ou si sa mère a fait ceci, cela, ou n'a pas fait ceci et cela, eh ben, il est normal qu'en C, on ait ce résultat. Maintenant, le problème avec cette méthode, à part être totalement débile, c'est que ça ne marche pas toujours comme ça. C'est-à-dire que si vous prenez 50 personnes et que vous les mettez dans exactement la même situation et que vous leur dites exactement la même chose, ils ne vont pas réagir de la même façon. C'est aussi simple que ça. Certains vont se mettre en colère, certains vont dire rien à foutre, certains vont avoir de la peine, certains ceci, certains cela. Donc, du coup,
Pour en revenir à ce que j'ai dit un petit peu plus tôt quand j'ai parlé de ces différents facteurs de vulnérabilité, les facteurs de vulnérabilité, ça va être les A. Et ça n'est pas en changeant les A qu'on va pouvoir changer les C. Parce qu'entre le A et le C, ben, il y a quelque chose. Vous avez remarqué qu'il manquait une lettre. Et la lettre qui manque, c'est donc la lettre B. Alors c'est bien pratique en anglais, et Linda va pouvoir nous le confirmer, parce que en B, en anglais, les croyances, le système de croyances que l'on a, croyance, ça se dit belief. Donc on a A, activating event, B, belief, C, consequence. En français, on a A, activateur, B, croyance, C, conséquence. Pas tout à fait la même chose. Alors B, vous pouvez dire du blabla, du baratin, vous pouvez mettre le mot qui vous correspond. Voilà. Vous voyez, Linda le dit, tout à fait, j'ai raison. Ouais. Et donc, le A, on ne peut pas toujours l'influencer. Ça, on le sait. Déjà, parce que si ça vient du passé, le passé, il est passé du point à la ligne, on ne peut plus rien y faire. Et puis d'autres choses, vous avez peut-être remarqué qu'en danois, il y a un proverbe où il y a une façon de parler qui dit « Nissen flyttemmel ». Nissen, c'est un lutin. Voilà. Parce que les lutins, dans la mythologie nordique, en fin de compte, ils ne sont pas gentils du tout. À chaque fois qu'il vous arrive un problème, ça vient des lutins. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, dans la tradition danoise, on donnait à manger aux lutins pour éviter que la grange prenne feu, que les vaches tombent malades, etc. Et Nissen flyttemmel, ça veut dire le lutin déménage avec nous. C'est-à-dire que si, des fois, on change d'environnement, on va toujours avoir les mêmes problèmes. C'est là où les gens disent, ouais, c'est quand même bizarre, moi je tombe toujours sur le même genre de mec ou sur le même genre de femme. Quand on va à telle ou telle, on est dans telle ou telle profession, un lieu de travail où on ne se plaît pas du tout, où c'est vraiment le bordel, on change de lieu de travail, on a exactement les mêmes problèmes. Enfin bref, vous connaissez ça. Et ben c'est tout simplement parce que le problème n'est pas seulement le A. Alors des fois, bien entendu, c'est une partie du problème et ça peut aider de changer d'environnement et de changer, etc. Mais c'est pas tout le problème. Et ça sert à rien de continuer à changer les A. Et là, on pourrait dire éventuellement que de donner des médicaments, ça va être essayer d'influencer le A. Par contre, le B, ça, on peut l'influencer. C'est-à-dire que si en A, j'ai une situation, par exemple, on va dire que j'ai une évaluation. C'est-à-dire je dois passer un examen ou un entretien d'embauche, ce que vous voulez. Si en B, ma croyance est oh là là, si j'ai pas ce truc, mais c'est le bordel. Je vais perdre mon appartement, je vais me retrouver à la rue. Et puis alors moi, nul comme je suis, mais je vais jamais pouvoir répondre à ces questions. Mais qu'est-ce que je vais faire s'il me pose cette question? En C, vous allez avoir une angoisse. Et il y a de fortes chances pour que, au moment de l'examen ou ce que vous voulez, je vais être tellement bloqué que je ne vais même pas pouvoir parler, je vais déconner totalement. Si j'y vais, il se peut que je tombe malade dans l'entretemps et que je ne puisse pas y aller. Si, en B, je me dis, c'est super important que j'ai ce truc, je ne peux pas faire mieux que mon mieux, il faut vraiment que je me prépare et que je fasse de mon mieux, et puis on verra bien, quoi. Je vais être inquiet, c'est normal. C'est pas une situation normale, c'est pas une situation agréable, et il faut arrêter de se dire que tout doit être positif. Ça aussi, c'est une connerie du 21e siècle. Ça a commencé à la fin du 20e siècle, où il faut tout positiver. Il y a du bon dans tout. Non, c'est pas vrai. Il y a des trucs qui sont mauvais, point à la ligne. Et puis, c'est tout. Donc là, on est inquiet, mais on n'est pas bloqué de la même façon. Alors ça ne va jamais être une situation agréable, hein, à moins qu'on soit totalement narcissique et qu'on soit persuadé que de toute façon rien ne nous résistera. Mais pour les gens plus ou moins normaux, on va être inquiet, on va être mal à l'aise. C'est normal. Et la personne qui est angoissée n'est pas plus inquiète que la personne qui est inquiète, mais elle est plus bloquée. Vous voyez le truc? Donc, ça n'est pas la situation qui est le problème, mais ça va être le travail cognitif, les croyances que l'on a. Alors pour répondre à la question que vous n'avez pas encore posée, les croyances, d'où elles viennent, alors déjà d'une part on s'en fout un peu, alors ça peut être intéressant de le savoir, hein,
Mais, alors certaines d'entre elles, elles peuvent venir de papa, maman, ce que vous voulez. D'autres peuvent venir de l'école, de vos profs, de choses que vous avez conclues vous-même en vivant certaines choses, d'expériences que vous avez faites. Bref, elles peuvent venir un peu de n'importe où, les expériences. Elles sont subjectives, hein, pour la plupart, mais elles peuvent venir un petit peu de n'importe où. Ces croyances, elles peuvent être plus ou moins rationnelles, plus ou moins logiques. Et en règle générale, on ne va donc pas parler de croyances positives ou négatives, parce qu'il est logique que dans une situation négative, on ait des croyances négatives et des émotions négatives, mais on va parler de rationnel ou d'irrationnel. Dans les rationnels, dans le rationnel, il y a des croyances positives et négatives. Dans l'irrationnel, il y a des croyances positives et négatives. Pour finir un petit peu là-dessus, pour vraiment bien poser le décor, donc une croyance irrationnelle négative, on vient de les voir par exemple avec l'entretien d'embauche, mais les croyances rationnelles négatives, on l'a vu aussi également avec l'entretien d'embauche. Les croyances rationnelles positives, ça peut être j'ai écrit un nouveau bouquin, il a eu du succès, je suis content, et puis je me dis je vais essayer d'écrire un autre bouquin à peu près du même genre parce que ça a l'air de bien plaire aux gens, donc j'écris un bouquin à peu près du même genre. Et c'est bien parce que j'ai bien écrit ce bouquin, il a de bonnes notes, et ça me fait plaisir. Je suis content, j'ai écrit un bon bouquin. Voilà, ça c'est rationnel. On est content, on est heureux. Si à la place de ça, je me dis, ouais, Cyrilou, mon pote, t'es super, t'es incroyable, t'es une bête, tu sais tout faire, mais t'as vu un peu comment tu l'as fait ce bouquin, mais je te dis, bon, je vais en écrire un autre, tu vas voir, je vais faire un malheur avec celui-là. Ça, c'est irrationnel positif. Parce que l'émotion est positive, mais elle est irrationnelle. Se la péter en se croyant à demi-divin, c'est totalement irrationnel. Ce qui va mener à, disons que mon deuxième bouquin fait un flanc, si j'étais dans le rationnel positif, je vais me dire, bon, là, j'ai mal calculé mon truc, qu'est-ce qui n'a pas plu, que disent les gens, qu'est-ce que je vais faire pour changer le truc la prochaine fois, quoi. Et puis voilà, c'est ce que je fais avec mes vidéos. Je regarde mes vidéos, je peux voir, celle-là, elle a du succès, celle-là, elle n'en a pas, voilà quoi. L'irrationnel positif va dire, oh, mais chez les gens, ils sont totalement cons, ils savent rien, ils comprennent que dalle. J'ai eu des mauvaises critiques des gens qui étaient jaloux, enfin bref. On va faire un truc dans ce genre-là. Et donc, on va engueuler les gens qui ne mettent pas un pouce bleu sous mes vidéos. D'ailleurs, j'espère que vous mettez des pouces bleus sous mes vidéos quand vous les voyez sur YouTube. Sans ça, vous êtes super vache. Et puis, dans ce cas-là, on n'avance pas. Donc, l'irrationnel, vous pouvez toujours le reconnaître parce que ça vous bloque. Que ce soit positif ou négatif, ça va finir par vous bloquer. Que le rationnel, que ce soit positif ou négatif, ça ne vous bloquera jamais totalement. Alors, ça ne va pas être agréable pour le négatif, je suis d'accord avec vous, mais vous n'allez pas être bloqué de la même façon. Donc, je pouce bleu, Cyrilou, me dit Olivier. Ok. Ok. Ça, je ne sais pas si je vais le laisser sur la vidéo, hein, le Cyrilou. Peut-être. Alors, pour compliquer un petit peu le truc, tout ça, ça fonctionne sur 3 niveaux. C'est-à-dire que vous avez d'un côté la croyance irrationnelle. Alors, ça va être le niveau 1. Pour ce qui est de la dépression, ça va être quelque chose du genre... Ah, c'est Sylvie, pas Olivier. Ah, c'est parce qu'il y a écrit Olivier. Ah, voilà. Ah, ok, merci Sylvie. Donc, la croyance irrationnelle, je dois être aimé par tous, par exemple. La deuxième, c'est je dois être parfait. Généralement, ça va être je dois être parfait ou je dois faire au moins une chose importante parfaitement. Et puis, troisième, ça va être mon bonheur dépend des autres. Ça va être les croyances irrationnelles. Alors, peut-être pas formulées exactement de cette façon, mais si on concentre un petit peu la croyance en quelques mots, ça va généralement être ça. À ce niveau 1, comme si ce n'était pas suffisant, on rajoute une distorsion cognitive. Alors la distorsion cognitive, ça peut être une catastrophisation, ce qu'on appelle une inférence arbitraire ou ce qu'on appelle une surgénéralisation. Et le troisième niveau va donc mener à la pensée négative dont je vous ai parlé un peu plus tôt, en quelque sorte.
Alors pour expliquer ça un petit peu plus logiquement avec de meilleurs exemples, là on va prendre un exemple. Si vous avez la croyance mon bonheur dépend des autres. Alors, mon bonheur dépend des autres, c'est il faut que les autres soient gentils envers moi, il faut que les autres me traitent bien, s'ils me traitent mal, il y a quelque chose qui ne va pas, etc. Ça va être le principe numéro un. Si en plus de ça, vous surgénéralisez, c'est-à-dire que vous prenez ce principe et que vous... Oups, là je vais trop loin. Voilà. Vous prenez ce principe et puis il se passe quelque chose, mon ami m'a déçu, on peut faire confiance à personne. Ou j'ai raté ma présentation. Là, voilà, je viens de reculer ou je viens d'avancer d'une diapositive. Je me suis planté, je me suis trompé avec Sylvie, je l'ai appelé Olivier. Ma présentation, elle est nulle. De toute façon, je rate tout ce que j'entreprends. Je fais jamais rien de bien. Je ne ferai jamais rien de bien de ma vie, etc., etc. Et alors là, après, on est parti dans ce sens. Autre possibilité est donc ce qu'on appelle l'inférence arbitraire, c'est-à-dire qu'on tire des conclusions négatives sans aucune preuve. D'accord ? Par exemple, on prend une croyance. Alors là, j'ai pris une croyance, mais ça peut être une des autres croyances. Hein. Là, j'ai juste pris des exemples différents, histoire de montrer un petit peu les différentes positions. Mais vous pouvez parfaitement avoir la croyance qu'on vient d'avoir avec la même distorsion dont on parle ici. Hein. C'est juste à titre d'exemple. Donc, la croyance, je dois être aimé de tous, alors ça, généralement, elle n'est pas formulée comme ça, mais elle va être, je ne veux pas mettre les gens en colère, je ne veux pas que les gens ne m'aiment pas, je ne veux pas que les gens me critiquent, je préfère qu'on m'aime bien, je veux qu'on m'aime bien, sans ça, on ne m'aime pas, etc. Si à ça, vous y ajoutez une inférence arbitraire, vous allez donc d'une chose qui se produit, tirer toute une conclusion. Il m'a pas souri, il me déteste. Il a oublié de me téléphoner, il m'aime pas, ou il m'aime plus, ou il a une autre. Mon patron veut me voir, ça y est, je vais être viré. Hein, c'est ce que j'ai dit la dernière fois. On lui a sûrement répété, et ça y est, je vais être licencié. Donc, ça va être l'inférence arbitraire. Puis, finalement, vous avez donc la catastrophisation. Je crois que ça, c'est le plus courant. C'est celui que bon, l'inférence arbitraire est régulière également, mais la catastrophisation, on peut la voir vraiment partout. Elle est très forte, partout. Alors ça, vous prenez n'importe quelle croyance. Donc là, j'ai pris « je dois être parfait ». Et tout ça, c'est une catastrophe. C'est-à-dire, vous ratez un truc, ma carrière est finie, ma vie est finie. Vous faites une erreur, ça y est, mon boulot est fini, je vais me faire virer, je me retrouve sur les ponts. Oh là là, j'ai du mal à trouver où me garer, je vais encore tourner 2 heures, je vais arriver en retard, je vais me faire virer. Et tout ça, ça peut vous mener à des angoisses pour partir, pour oser quitter la maison, ou ça peut vous mener à des états dépressifs, etc. Donc, la catastrophisation, généralement, vous allez régulièrement voir de la catastrophisation. Les gens qui souffrent d'angoisse ou qui souffrent de dépression, d'ailleurs, ont une grosse tendance à la catastrophisation et ils vous font des films, mais je veux dire, Wes Craven, il touche pas sa bille vis-à-vis des films d'horreur que ces gens peuvent faire. Mais en partant, des fois, j'ai une amie qui me dit « Ouais, mais s'il ne me téléphone pas, ça veut dire... Et qu'est-ce que je vais dire s'il pense que... Et donc, il va penser que, il va faire, et moi, je vais... » etc. Ça part vraiment très, très, très loin. Et tout ça, ça part de la catastrophisation. Plus de farine, plus de crêpes, me dit Sylvie. Donc, en gros... Ce qui est important dans tout ce genre de situation, ça n'est pas nécessairement de changer le A. Déjà, d'une part, parce que vous n'allez pas toujours pouvoir. Et puis, d'autre part, même si vous changez le A, de toute façon, tant que vous avez le même système de croyances et les mêmes distorsions, ça ne changera absolument rien. Ce qu'il faut attaquer, c'est la distorsion et vos croyances. Pour ce faire, c'est là où alors vous pouvez faire un travail thérapeutique avec un thérapeute, avec un psychologue qui connaît les TCC, bien entendu.
Et puis, vous pouvez aussi vous aider de différentes méthodes, de différents livres qui peuvent vous aider. Et j'ai préparé un petit truc, c'est-à-dire que, euh, alors, vous avez ce que j'appelle la méthode 5-4-3-2-1, 0. Et la méthode 5-4-3-2-1, c'est utile pour se recentrer, parce que quand on entre dans ce système de rumination, parce que c'est de la rumination, on est en train de ruminer un truc, on tourne en rond. La méthode 5-4-3-2-1, c'est observer 5 choses que vous voyez autour de vous, toucher 4 objets différents, identifier 3 sons que vous entendez, noter 2 odeurs présentes et concentrez-vous sur un goût. Alors, je sais que ça peut paraître bizarre, mais le principe de cette technique, c'est tout simplement de vous recentrer et de vous recentrer sur l'instant présent et de vous enlever du cercle de cette spirale de rumination, c'est de vous concentrer sur autre chose. Après, vous pouvez faire un agenda d'activités plaisantes. Donc, vous planifiez chaque jour au moins une activité qui vous fait du bien, même très courte. Alors, ça peut être lire quelques pages d'un livre, écouter de la musique, voir une série. Alors, une série, un épisode, hein, c'est pas faire un binge de 5 saisons de 24 heures chrono. Et faire une promenade, de faire du kayak, faire des crêpes. Et donc, ce qui est important, c'est pas la durée. C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas regarder toute la série, mais la régularité. D'accord? Ça va être le faire un petit peu tous les jours. Et ça, vous pouvez utiliser un document. Alors, j'ai fait un document PDF que vous aurez à télécharger qui pourra vous aider à faire ça. Et puis, vous utilisez donc un journal ABC qui va vous aider à contredire. Alors, il va falloir contredire vos propres croyances. Il va falloir poser des questions par rapport à vos croyances. Quand vous vous dites, ben, je ne sais pas, moi, si je rate ce truc, ma vie est finie. Posez-vous des questions. Mais est-ce que c'est vrai que ma vie est finie? Ben non. Est-ce que j'ai déjà raté des trucs? Ouais, j'ai déjà raté des trucs. Est-ce que ma vie est finie pour autant? Non. C'est désagréable, mais c'est pas la mort. Il y a des choses qui sont pires. Enfin bref. Après, ça va dépendre de ce dont il s'agit, mais il va être important d'apprendre à gérer et à contredire ces croyances qui sont relativement ancrées en vous. Donc, et puis, à la fin des journées, ce qui est une bonne chose, c'est de noter votre niveau d'énergie et de satisfaction de la journée. Ça vous fait, en plus de noter les progrès que vous avez faits, et ben ça vous aide déjà à planifier les journées suivantes, et puis aussi à vous obliger, en fin de compte, à voir que chaque jour, il se produit, en fin de compte, des choses positives. Vous avez géré des situations. Alors oui, après, vous pouvez dire, ah bah tout le monde le peut. Bah oui, peut-être que tout le monde le peut, mais vous ne pouviez pas, et maintenant, vous pouvez. Donc c'est ça, c'est toujours ça. Donc, de cette façon, vous pouvez avancer, et chose importante, vous avancez petit à petit. Alors, tous ces documents pour vous aider, vous pouvez les télécharger. Alors, ils sont dans un fichier zip. Il y a 2 fichiers PDF à l'intérieur. Donc, ça ne sert à rien de les télécharger sur un téléphone. Vous n'allez rien pouvoir lire. Et vous pouvez les imprimer et vous aider pour les travailler. Et vous les trouvez sur malka.fr/dépression. Et là, le téléchargement devrait démarrer tout seul. Et donc, avec ces outils, vous allez pouvoir avoir une feuille de route et puis pouvoir avancer petit à petit. Alors, 3 choses extrêmement importantes. La première, commencez petit. Ne vous forcez pas à tout utiliser d'un coup. Choisissez une des techniques qui vous parle et puis commencez par là. Ce qui est important, c'est la régularité. C'est pas la perfection. Et mieux vaut faire un petit exercice chaque jour plutôt que de faire une grosse séance avec tous les trucs une fois par mois. D'accord? Deuxièmement, soyez bienveillant envers vous-même. À la limite, dites-vous, si vous êtes là à vous dire j'ai raté l'exercice, ou j'ai pas fait l'exercice, ou j'ai pas pu faire ça, j'aurais dû faire ça, je suis nul, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Dites-vous bien, si vous aviez un ami, un bon ami, qui vous disait oh là là, je devais faire ce truc et puis ça a raté, vraiment je suis nul,
Est-ce que vous allez lui dire, ouais, c'est vrai, t'es totalement nul, en fin de compte, je sais même pas ce que tu fais toujours en vie, qu'est-ce qu'on fait avec des gens comme toi? Donc du coup, euh, traitez-vous un petit peu comme vous aimeriez traiter quelqu'un d'autre. Et puis, souvenez-vous de prendre soin de vous, avoir de la compassion avec vous-même, justement parce que le changement, ça prend du temps. C'est pas, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça fait des années et des années que vous avez un système de croyance qui est peut-être déphasé ou qui est pas bon. Vous n'allez pas pouvoir le changer, changer quelque chose que vous avez fait pendant 20 ans. Vous n'allez pas pouvoir le changer en 10 minutes ou en 15 jours. C'est pas possible. Il vous faut du travail, il vous faut prendre un petit peu le temps. Alors ça prendra quelques mois. Et puis voilà. Après, souvenez-vous que les outils que je vous donne là, que vous avez là, c'est à vous, c'est des guides. C'est pas des règles rigides, psychorigides qu'il faut faire absolument, exactement et tous les jours, etc. Et puis, c'est à vous. Si vous trouvez que ça, c'est trop difficile, vous pouvez simplifier. Si vous trouvez qu'il y a des trucs qui ne vous parlent pas, il ne faut pas hésiter à les modifier. Ça dépend de ce qui va fonctionner le mieux pour vous, ce qui va vous aider à avancer. C'est ça qui est le plus important, enfin, je dirais. Et enfin, quatrièmement, en quelque sorte, attendez-vous à ce qu'on appelle des setbacks, à revenir en arrière. Vous n'allez pas pouvoir gérer toutes les situations. Commencez avec les petits trucs. N'allez pas commencer avec des trucs super compliqués qui risquent d'avoir un échec et qui vont vous renforcer dans la dépression. Ça serait un petit peu débile. Donc prenez des petits trucs pour commencer. Et puis, bah, attendez-vous à ce que des fois, ça marche pas parce que c'était trop difficile, parce que bah, vous n'étiez pas d'humeur, vous avez mal dormi, ou vous avez eu un jour où vous êtes stressé, enfin bref, on n'est pas toujours au top de la forme, et des fois on rate. Donc, faut pas faire plus que ça. Et puis voilà, quoi, faites petit pas par petit pas. Bah oui, comme le dit Sylvie, hein, petit pas par petit pas, et vous vous félicitez de vos progrès, et puis c'est bien. Et puis, bah, si ça rate, essayez de voir pourquoi ça a raté, plutôt que de culpabiliser. Et puis, dites-vous bien, ah ouais, bon, ben là, ça a raté sûrement parce que, je sais pas, moi, j'ai été trop vite en besogne, ou j'y suis allé trop fort, ou bah, j'étais fatigué, et puis voilà. Je ferai mieux la prochaine fois, ou la prochaine fois, je prendrai quelque chose de plus petit. Le petit pas par petit pas, c'est vraiment ma méthode pour tout, quasi tout. Même pour les jeux en ligne, hein, je joue des jeux en ligne, je fais tout par petits pas. Alors les gens ils rigolent généralement hein, parce que par exemple je fais des économies où je travaille un or, une pièce d'or, deux pièces d'or, et puis ben, après quelques mois je suis la personne la plus riche du serveur, petit à petit. Et allez-y mollo, tout doux, on n'est pas pressé, hein, vous avez le temps. Voilà. C'était donc le sujet du jour. J'espère que vous avez aimé. Si vous voulez que je parle d'un autre sujet, il ne faudra pas hésiter à m'envoyer un mail à cyril@malka.fr et puis je verrai ce que je peux faire pour vous. Et dans l'entretemps, donc merci d'être venu et puis à d'ici un mois pour un autre webinaire. Au revoir. Cyril Malka, son divan. Cyril Malka, sans divan. Sans divan. Sans divan. Cyril Malka, sans divan.